Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci de votre fidélité à nos programmes. Vous suivez cette émission, l'invité de l'Intelligent TV qui reçoit ce matin Dr Tia André. Il est le président de l'Alliance pour la démocratie et le renouveau en Côte d'Ivoire, en abrégé ADRCI. Dr Tia André, il faut le savoir, est l'ex-député maire de Mans. Président, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, les raisons de votre départ du PDCI-RDA, pourquoi avoir créé l'ADRCI, sa structuration, le dialogue politique en Côte d'Ivoire ainsi que la situation au Mali et au Burkina Faso. Voilà un peu les sujets sur lesquels vont porter nos échanges pendant 26 minutes. Ça vous va? Oh oui. Alors, Président, vous étiez au départ militant du PDCI-RDA, notamment délégué départemental de cette formation politique à Mans. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à l'ADRCI. Pourquoi avez-vous décidé de partir du PDCI-RDA? Qu'est-ce que vous reprochez à ce parti politique? Alors, d'abord, je voulais vous dire merci de l'invitation que vous me faites d'être ici, dans ce joyau architectural. Merci. Et dire aussi merci à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui voudront bien nous écouter dans cette émission. Je voulais dire qu'à Mans, je n'ai pas été uniquement que PDCI-RDA. J'ai pris ma première carte de militant de parti politique au sein du RDR. En son temps, c'était en 2007. Et vous savez que le RDR a fait sa migration par la suite pour devenir RHDP. RHDP dans laquelle on avait d'autres formations comme le PDCI-RDA, comme UDPCI, comme le MFA. Et donc c'est après donc la sortie du président Henri Konan Bédié, après ce que je pourrais appeler ici la rupture, une mésentente, la rupture, que moi aussi je suis parti, sans ce moment précis que je suis parti du RHDP, et donc j'ai jugé bon. Vous êtes parti parce que Bédié est parti, c'est cela? Oh, on dira pas ça comme ça. Je suis parti au même moment que le président Bédié. Il y a eu une coïncidence quelque part, mais il faut retenir que c'est dans cette période-là que je suis parti du RHDP. Chacun avait ses raisons. Et vos raisons, c'était lesquelles? Moi, à son temps, non, je le dis souvent aux Ivoiriens que dans la vérité, un parti politique est libre d'adhésion, mais c'est aussi libre de départ. Et donc, quand on ne se sent plus bien dans une formation politique, c'est mieux de partir et de monnayer ses challenges ailleurs. C'est un peu ce que je voudrais vous dire. Qu'est-ce qui vous mettait mal à l'aise dans cette formation politique au point où vous la quittez? Écoutez, dans une formation politique, il y a ce qu'on appelle le dialogue en interne. À un moment donné, je me suis rendu compte que pour le RDR, le dialogue en interne n'était pas suffisant, c'est-à-dire que écouter les autres était un peu difficile. Et nous, en son temps, au niveau de l'échelle même du parti, on avait une certaine position, on avait du mal à s'exprimer. Et quand c'est comme ça, il faut aller monnayer des talents ailleurs. Le dialogue, il était difficile aussi au PDCI? Alors le PDCI, vous avez vu, hein, ça dit que les différentes formations que j'ai cité le RDR, j'ai cité le RHDP et j'ai aussi cité le PDCI. Alors, ces trois formations-là sont des formations feutistes. Donc, dans la vérité, je n'étais pas très loin. Hein, j'étais dans la maison de Feu Boigny et je le dis souvent, j'ai dit que j'ai fait ma formation avec le président Alassane Ouattara. J'ai dit que j'ai commencé ma première carte de militant au RDR, ensuite on est allé ensemble au RHDP. Donc j'ai fait ma formation, début de formation politique au sein du RDR RHDP et à un moment donné j'ai dit c'est aussi bon que pour parfaire ma formation politique de fautiste, je pouvais aller aussi voir le président Bédié. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis allé au PDCI et je pense que j'ai bien fait d'être allé au PDCI parce que le PDCI a permis aussi de peaufiner ma formation politique aujourd'hui et j'en suis fier. Et après, vous l'avez quitté. Est-ce que, Président, votre départ du PDCI-RDA ne s'explique pas par cette non-ouverture du PDCI-RDA au renouvellement générationnel au sommet de l'État
chose que vous appelez de tous vos voeux. Est-ce que tout porte à croire que Bédié sera plébiscité par le PDCI en 2025? Est-ce que ce n'est pas face à cette impossibilité pour vous d'être plébiscité candidat du PDCI en 2025 que vous êtes parti? Alors, on se le dit tous, quand on crée un parti politique, c'est parce qu'on a envie d'envoyer un plus qu'on n'a pas eu. Alors, c'est vrai qu'au PDCI, aujourd'hui, on a cette culture de dire que bon, ben, les aînés sont toujours bons pour le service. Ça, je le sais. Mais fondamentalement, nous, notre équipe, je parle d'équipe parce que le parti, l'ADRCI que nous avons aujourd'hui est parti d'une histoire. L'ADRCI, au départ, n'était pas un parti politique. C'était donc un mouvement politique dénommé l'Alliance des Amis du Tompi pour le changement. Alors, c'est cette alliance-là qui a voulu à un moment donné, parce que nous, on était partis au PDCI en son temps pour appuyer le PDCI, avoir le pouvoir d'État. Maintenant que l'élection n'a pas eu lieu, mes amis ont jugé bon que notre temps était arrivé de se positionner clairement comme un parti politique. C'est ce que nous avons fait et nous avons donc, à partir de là, créé notre parti politique depuis donc le mois d'avril 2021 et depuis 2021, l'AATC s'est mué en ADRCI qui est un parti politique. Alors vous voyez donc là que c'est toute une histoire, hein, c'est-à-dire qu'on était venu au PDCI pour appuyer le PDCI, avoir le pouvoir d'État. Maintenant que le PDCI n'est pas allé aux élections, c'était tout à fait judicieux pour nous d'avancer parce que c'était des choses qu'on avait prévues. Alors, on aura l'occasion de parler de votre formation politique, l'ADRCI. Président, vous l'avez signifié dans vos propos, vous étiez au départ RDR, après RHDP, après PDCI, RDA. Là, vous êtes ADRCI. Est-ce que vous ne donnez pas l'impression aux gens que vous êtes un transhumant politique? Alors, transhumant politique, non, on ne dira pas ça comme ça. J'ai dit que je suis constant dans ce que j'ai fait. Le RDR est venu du PDCI RDA. Le RHDP, tout ça, c'est au Fouet-Boigny. Le PDCI, tout ça, c'est au Fouet-Boigny. Bon, transhumance autour de quoi? Si on peut parler de transhumance, on va dire aussi que le RDA qui est parti du PDCI fait de la transhumance. On va dire que l'UDPCI qui est parti du PDCI est parti faire aussi de la transhumance. Non, il n'y a pas eu de transhumance là. Nous sommes restés constants, surtout en ce qui me concerne. Je suis resté constant, je suis resté dans cette mouvance au fouettiste et c'est en étant au fouettiste que nous avons estimé que oui, il y a des choses qui sont déjà faites, mais on peut améliorer. Et c'est dans ce nouveau schéma-là que nous sommes. Alors, on parle de renouvellement générationnel avec vous. C'est quelque chose auquel tient beaucoup votre formation politique, notamment votre personne. Et le député de Tia-Salé, Assalé Antoine, il veut soumettre à la table de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en avril 2022 un projet de loi limitant à 75 ans l'âge des candidats à l'élection présidentielle. Est-ce que pour vous, c'est la solution? Vous qui parlez de renouvellement générationnel. Alors, c'est vrai qu'à l'ADRCI, cette régénération générationnelle, là, pour nous, on accueille cela favorablement parce que on estime que les aînés qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, qui ont tout donné à la Côte d'Ivoire, je veux parler du président d'abord Ricona Bédié, je veux parler du président Alassane Ouattara, je veux parler de Babou Laurent, ils ont tous dirigé la Côte d'Ivoire. Et par derrière, ces différents présidents ont formé des jeunes à l'intérieur de leur formation politique. Il arrive un jour où ce qu'on a montré aux gens là, on regarde ce qu'on a montré, l'exercer, de telle sorte qu'on se rassure s'ils ont bien appris ou pas. Nous sommes dans cette logique au niveau de la DRC. On a dit dans notre parti, aujourd'hui c'est un parti jeune, pourquoi ne pas demander aux aînés là, de laisser une libre compétition entre tous ceux qu'ils ont déjà formés? Pourquoi leur demander de quitter la scène politique? Oui, parce que regardez... Est-ce que vous les jeunes, vous ne pouvez pas aller les affronter? Non, ça va venir. Ça va venir parce que je l'ai dit quelque part. Ça va venir parce que nous estimons que pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire en 1993,
Après la mort de Houphouët-Boigny, on a suivi un peu ce qui s'est passé entre le président Bédié et le président Alassane Ouattara à son temps. Si le président Houphouët-Boigny avait été là, on n'allait pas tomber dans cette guéguerre que nous avons connue en son temps. Et vous avez vu comment cette guéguerre-là a entraîné la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Nous, à la DRCI, on essaie d'éviter ça en anticipant, en demandant à nos aînés, il est bien de voir le changement de son vivant. Voici notre logique. Donc à partir de là, on se dit, mais s'ils acceptent, aujourd'hui, qu'ils le regardent et jouent un peu le rôle d'arbitre, ils vont regarder un peu ce que les jeunes sont en train de faire. C'est tout bénéfice pour la Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment précis, on rentre dans une nouvelle Côte d'Ivoire d'une grande sûreté. S'ils ne sont pas là demain, les jeunes vont se battre entre eux. C'est bon, je suis l'héritier de ceci, l'héritier de cela. Nous voulons qu'ils soient là. Vous voulez vaincre sans péril. Voilà. Nous voulons le faire comme ça. Vous voulez vaincre sans péril. Oui, mais voilà. Mais en ce moment précis, il y a un journaliste qui m'a posé la question, mais et si ces aînés-là refusent de partir? Ils refusent. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la loi de mon ami Assalé à l'Assemblée nationale. Non, pour nous, on n'a pas besoin de faire une loi pour ça. Et il faut simplement se mettre dans la logique de passation de pouvoir entre les générations de façon pacifique. Pourquoi est-ce que nous allons instaurer une loi pour demander à quelqu'un, vraiment tu as trop donné, il faut maintenant regarder, nous on va te servir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une loi? Non, nous à la DRCI, on n'a pas besoin de loi. Je l'ai dit sur d'autres chaînes de télévision que cette loi-là, ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses. On demande à nos aînés qui ont tout donné d'accepter que ceux qu'ils ont formés là arrivent au pouvoir lorsqu'ils sont encore là. C'est notre position. Et la question a été posée aussi quelque part, mais s'ils refusent et qu'ils se présentent, les jeunes se présenteront aussi. Mais dans ces conditions-là, c'est la Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes qui vont décider parce que on le sait tous, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pratiquement 75% de moins de 35 ans. Et cela, ça aussi qu'à un moment donné, il faut savoir partir. C'est ce que nous demandons. D'aucuns diront que les jeunes sont en train de cacher leur incapacité d'affronter ce qu'on appelle en griffe vieillard et puis les battre dans les urnes. Alors, ce que vous dites là, c'est vrai que quelquefois on a eu affaire à ça. Quand je discute souvent avec certains jeunes, c'est souvent les jeunes qui sont un peu en porte-à-faux avec ce que nous disons. Dans la vérité, quand on demande à ces aînés-là qui doivent partir, ils nous disent toujours, nous on est prêts. Oui, nous on est prêts. Parce que quand on a écouté le président Alassane Ouattara à un moment donné, pour lui il était question de céder donc le pouvoir d'État à une autre génération. On sait ce qui s'est passé par la suite. Laurent Gbagbo, quand il est venu en Côte d'Ivoire, c'est aussi la même chose. Je crée le PPACI et après vous allez me retrouver à un moment. Ça veut dire que dans sa tête aussi, il y avait des choses programmées. Quand Jean-Louis Billon a dit en son temps qu'il voulait être candidat, après, il a été reçu par le président Bédié. Et après, quand il est sorti, il a dit « on s'est compris ». Ça veut dire que quoi? Que tous ces aînés-là sont un peu dans cette disposition. Mais ce que nous craignons, c'est que la bataille que nous sommes en train de faire pour les jeunes, à un moment donné, ça se retourne contre nous-mêmes. C'est pour ça que je voulais demander ici, sur cette antenne, aux jeunes, que quand on accepte d'aller à l'école, quand on accepte d'être formé, à un moment donné, il est question maintenant de restituer au pays ce que le pays a donné. Et la Côte d'Ivoire a tout donné, les aînés nous ont tout donné. C'est maintenant notre tour de montrer que ce qu'on a reçu là, on peut restituer et de façon cohérente. D'accord, c'est bien. Alors, Président, là, on va parler de l'ADRCI. À la présentation de votre parti politique, vous avez indiqué que ce parti vient pour enrichir l'échiquier politique national. De quelle richesse vous disposez? Alors, la première richesse, c'est d'abord cette richesse politique. Parce que vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Et donc, chaque fois qu'il y a une formation politique qui arrive dans l'arène politique de Côte d'Ivoire, c'est toujours, pour nous, sinon pour la Côte d'Ivoire, un ajout politique et démocratique en même temps. Donc cette richesse-là, c'est d'abord ça. Et puis, la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que c'est une richesse en pensée. Un parti politique qui arrive viendra toujours avec de nouvelles idées. Et c'est l'ensemble de tout ça que on a vu et on a parlé des richesses qui arrivent au pays.
Est-ce que ce n'est pas une formation politique qui vient pour grossir les rangs des partis politiques qui existent déjà? Euh, Dans un premier temps, ça va être ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 170 partis. Quand on vient, ça fait un parti en plus. Mais je voudrais simplement vous dire que chaque parti arrive avec ses idées. Quand on n'a pas d'idée, quand on n'a rien à proposer, on ne crée pas de parti. On va simplement dans les partis politiques qui existent déjà et puis on essaie de s'insérer, on prend une place quelque part. Mais c'est parce qu'on pense qu'on a du nouveau à apporter aux Ivoiriens, qu'on a d'autres idées à proposer aux Ivoiriens que nous sommes là. Donc, grossir les rangs pour grossir, non. Mais grossir pour apporter quelque chose de plus, oui. Alors, vous parlez d'idées. Quelle est votre politique sociale? Côté social, vous savez, je disais quelque part que nous avons aujourd'hui 62 ans, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 62 ans et on a vu des avancées qu'on ne peut pas nier. Voilà, on a vu en Côte d'Ivoire sur un certain nombre de points. Mais sur le plan purement social, il y a des choses à faire. Je disais hier, par exemple, que regardez l'indice de développement humain. En Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui 162e sur environ 180 pays. Ça veut dire que l'Ivoirien lui-même est resté globalement pauvre dans son développement humain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un autre schéma pour les Ivoiriens pour qu'à un moment donné, on puisse sortir de la pauvreté? C'est à ça que nous sommes en train de penser. Parce que vous n'avez pas retrouvé le schéma? Si. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission qui présente les différents programmes qu'on a de façon, on va dire, regroupée. Mais un temps viendra où nous allons donner des programmes détaillés lorsqu'il sera question que l'ADSI se présente à une quelconque élection quelque part. Nous allons vous donner notre programme de façon détaillée. Dites-vous déjà que l'ADSI est centré sur le développement. Pour nous, c'est d'abord l'Ivoirien. Il faut que l'Ivoirien se sente à l'aise dans son pays. Il faut que l'Ivoirien se dise que cette richesse... Justement, comment l'Ivoirien va se sentir à l'aise? C'est ce qu'on veut savoir avec vous. L'ADSI va proposer quoi? Regardez un peu. Hein. C'est-à-dire, il y a seulement 10% des Ivoiriens qui ont pratiquement toute la richesse de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal? Pour nous, ce n'est pas normal. Il faut faire en sorte que cette richesse que le pays produit puisse bénéficier à tout le monde, de telle sorte qu'il y ait une classe moyenne des Ivoiriens assez représentative pour booster le développement du pays. Si ce n'est pas ça, que c'est seulement cette petite classe-là qui s'accapare toute la richesse du pays, on n'ira nulle part. Et ça a été démontré par tous les économistes. C'est le schéma que nous cherchons à mettre en place de telle sorte que les Ivoiriens puissent bénéficier des fruits, des retombées que son pays même produit. Parce que c'est ça aujourd'hui aussi la lutte qu'il faut mener. La lutte qu'il faut mener, c'est qu'il faut tout faire pour que l'Ivoirien puisse bénéficier des fruits de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, le président Alassane Ouattara, lors de son discours à la nation le 31 décembre, il a parlé de ses priorités, au rang desquelles il a parlé de la transformation de l'économie ivoirienne. C'est ça. À l'ADSI, est-ce que vous avez la même vision au niveau de la politique économique que le président Ouattara? Le président Ouattara a entre autres parlé de la transformation structurelle du pays, c'est-à-dire que quitter l'histoire de vendre les fèves brutes aux pays étrangers sans passer par des transformations intermédiaires. Il faut aller maintenant vers l'industrialisation de la Côte d'Ivoire pour une plus-value sur le plan économique. Mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que prendre les fèves de café ou les graines de café ici, aller les vendre en Europe ou dans le monde à l'état brut, c'est vraiment un échec. C'est-à-dire 62 ans plus tard que nous sommes indépendants. C'est de ça que le président veut parler. Il veut voir que la Côte d'Ivoire s'industrialise de cette manière-là. Nous sommes d'accord avec ça. Et dans notre projet, nous l'avons parlé. Mais entre autres aussi, le président a parlé, si vous avez vraiment fait attention, il a ajouté certains points. On va peut-être y revenir, mais il a parlé aussi de cette année-là. Lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Voilà. Hein? Là aussi, il a parlé de ça. Ça aussi, c'est un point qui... Il a parlé aussi de l'emploi. Qui nous préoccupe parce que partout où on a parlé, on a souvent parlé
de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure parce que ce point-là, vraiment, à l'ADSI, c'est un point que nous avons mis au cœur de notre programme de gouvernement. Et il a parlé aussi de l'emploi des jeunes et des femmes. On va en parler. À l'ADSI, comment vous comptez concrètement éradiquer cette mauvaise gouvernance, éradiquer la corruption? Quelles sont vos recettes? D'accord. Alors, j'étais en train de dire quelque part dans ces jours-ci que c'est vrai, le premier ministre Patrick Haché, pendant ses nombreuses sorties, a dit à tout le monde que à partir de maintenant, rien ne sera comme avant, c'est-à-dire que tous ceux qui s'amusent avec les deniers de l'État de Côte d'Ivoire vont payer au plus cher. Il l'a dit et on a pu épingler après les audits organisés par l'État, certains DG de Fer, DG de Vitive, la nouvelle PSP et tout. Mais j'ai dit que ce que les Ivoiriens entendent, d'abord c'est déjà bien que ce soit comme ça. Il faut que les structures de l'État soient suivies et à la lettre. Parce que même au privé, il y a des contrôles, il y a des audits tout le temps. Ce n'est pas l'argent du contribuable qui vont gérer sans contrôle. Donc il faut déjà accentuer ces contrôles à toutes les structures de l'État, même les collectivités. Il faut le faire. Et puis quand on a fini de faire, il faut aussi qu'on ait le courage de publier les résultats qu'on aura eus. Parce que c'est ça aujourd'hui aussi notre problème. Et c'est ce que les Ivoiriens ne comprennent pas. C'est-à-dire, voilà, on fait des audits, on épingle des gens, bon, ils ont volé, mais on ne sait pas précisément qu'est-ce qu'ils ont volé. Alors, non, j'arrive. Alors, Président, en attendant que ces résultats soient publiés, je vous repose cette question. Quelles sont vos recettes pour combattre la corruption? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Cette démonstration-là, j'ai dit qu'il faut surveiller les caisses de l'État et de façon continue. Les audits doivent être pas des audits séquentiels, mais des audits continus. C'est-à-dire qu'on te donne 100 francs de l'État de Côte d'Ivoire. À la sortie, on te dit qu'est-ce que tu as fait avec les 100 francs. Et quand on voit quelqu'un, surveiller tout ce qui a été fait, qu'on trace les 100 francs. Ça, c'est très important. Lorsque les gens se rendent compte qu'ils sont suivis à la lettre dans la gestion des affaires de l'État, sur le plan financier, les gens sont souvent regardants. Ben, sinon, quand ce n'est pas comme ça, alors c'est un laisser-aller. Vous avez vu, pourquoi est-ce que depuis 11 ans, c'est maintenant qu'on lance, on parle de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. On aurait dû commencer depuis l'année 1 ou l'année 2 de la gestion du RHDP au pouvoir. Mais 11 ans plus tard, on le fait. On se rend compte que certains ont eu le temps de détourner des milliards et des milliards. Et aujourd'hui, il faut courir après eux. Pour nous, il n'est pas question de laisser la gestion des affaires de l'État comme ça dans la nature. C'est tous les jours, c'est année après année que ça sera fait. Et celui qui sera épinglé, vous savez ce que nous allons faire? C'est pas des histoires, il faut aller en prison parce que bon, on sait un peu ce qui se passe. Tu vas aller en prison. Même si c'est un membre de votre parti politique, la DRCI. Mais vraiment, l'Ivoirien lambda, membre de notre... Justement, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter pour la gestion de l'État, parler souvent des membres de partis politiques. Et pour ça, j'encourage le Premier ministre Patrick Haché qui commence à faire les appels d'offres dans la gestion des affaires de l'État. C'est exactement ce qu'il faut faire. Si tu as volé l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, tu dois aller en prison, ça fait 1. Mais 2, tout ce que tu auras volé après audit, c'est-à-dire que tout ce que les gens vont remarquer après audit, tu seras obligé de rembourser tout. Parce que ça sera très facile pour dire aux Ivoiriens, non, il a volé l'argent, il est en prison. Et puis après, vous n'allez pas remonter certaines personnes contre vous? Quand on accepte de diriger, quand on accepte de... Les gens qui vont vous aider à venir au pouvoir, et puis après, ils sont mêlés dans ce genre de choses, vous décidez de les ça, c'est le problème. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est un peu le propre des pays africains. Vous avez vu, en Europe, là, les Sarkozy, tous les anciens présidents, on les met en prison. À plus voir raison, un militant de parti politique. Mais un militant de parti politique qui vient militer parce qu'il a des idées à apporter et pas venir voler les deniers publics. Donc pour nous, les choses sont très claires. Vous avez volé l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, vous restituez cet argent et vous terminez en prison. C'est clair, c'est aussi... D'accord, Président. Parlez-nous de la structuration de votre parti politique, la DRCI. Ben, la DRCI, c'est bientôt 10 ans, pardon, 10 mois, parce que c'est depuis donc le 21 avril 2021. On n'est pas encore arrivé
au mois d'avril 2022, donc on a environ 10 mois, mais le parti se porte bien. La DSCI, depuis quelques mois, est en train de se structurer. Nous avons pratiquement tous les organes centraux qui sont en place. Nous avons aussi les organes périphériques, à l'exception de quelques zones qui ne sont pas encore pourvues. Tous les organes périphériques sont en place. On a quelques délégués extérieurs qui sont déjà en place dans certains pays. Donc la DSCI, en 10 mois, se porte assez bien. Le mot d'ordre qu'on s'est donné pour cette année 2022, c'est de continuer à implanter notre parti, d'abord sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Parce qu'un parti, pour ceux qui ne le savent pas, les partis peuvent naître de plusieurs manières. On peut être un petit groupe d'amis, créer un parti et puis l'implanter. On peut aussi être déjà structuré et puis créer un parti. Nous, dans notre cas, nous étions un certain nombre d'Ivoiriens à créer l'ADRCI, mais aujourd'hui, il est maintenant question pour nous d'implanter ce parti-là sur le plan national. Mais avec tout ce qu'on est en train de faire, pour nous, c'est bon. C'est bon, c'est ce que vous dites à la présidente. Vous avez été maire de la commune de Mans de 2013 à 2018. Dans un an seulement, on aura les élections municipales. Est-ce que vous serez candidat? Je vous montre une souris. Alors, la question de candidature dans une ville, c'est une question technique. Il s'agit là de développement local. Et c'est souvent les amis avec lesquels on est, c'est souvent eux qui décident que, bon, ben, on pense qu'il y a un challenge à relever par ici, par là, il faut donc qu'on se mette ensemble. Donc, pour le moment, ce n'est pas une question qui est au centre des débats à la DSI. Nous, comme je l'ai dit, c'est la structuration. Mais bon, ce n'est pas exclu d'être candidat si éventuellement des amis de la DSI, d'autres amis de la société civile veulent bien que nous soyons candidats. Vous avez quand même un souhait à votre niveau? Ah, le souhait, c'est... Vous n'attendez pas forcément que ça vienne des autres? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit qu'on remarque que ce qu'on a laissé comme travail en son temps est en train d'être foulé aux pieds par ceux qui sont venus. Et tous les manoirs aussi remarquent cela. Bon, maintenant... Donc, vous voulez revenir pour... Est-ce qu'il faut laisser les choses telles quelles ou bien il faut reprendre les choses en main pour remettre encore l'ordre à l'intérieur? Ça viendra du parti, vous savez... Je sens un docteur Tia à vouloir revenir à la tête de la commune de Mans. Ça, peut-être, c'est vous qui le dites. Pour le moment, ce n'est pas ce que les Manois m'ont dit clairement. Certains, c'est vrai, certains le disent, mais pour être à la tête d'une commune aussi importante, il faut plus de concertation que ça. Donc, actuellement, on est en phase de concertation pour voir exactement ce qu'on fait. Alors, vous dites que vous avez fait des choses et après votre départ, vous voyez que tout est en train d'être parti. Vous décriez quoi dans la gestion du maire actuel? Alors, je souhaiterais que vous, en tant que journaliste, vous puissiez aussi appeler à Mans pour savoir un peu ce qui se passe à Mans. Mais les informations que nous avons, parce que nous sommes à Mans, est que les Manois ne sont pas du tout associés à la gestion du maire actuel. Et ça, quand on gère une collectivité, quand on gère une communauté, la première des choses, c'est d'associer à peu près tout le monde pour que vous puissiez aller ensemble. Mais quand tu veux aller en singleton, ça pose problème. Et c'est le problème que l'actuel maire a. Ce que nous avons vu. D'autres parleront d'autres choses, mais moi, c'est ce que j'ai décrit un peu. Alors, Président, là, on va parler de dialogue politique qui est à sa 5e phase en Côte d'Ivoire. Déjà, est-ce que votre parti politique a été invité? Non, non, notre parti n'est pas invité, mais on l'a compris. C'est-à-dire qu'au moment où on lançait les invitations, au moment où on structurait tout ça, c'est à ce moment-là que nous, on avait commencé à avoir nos papiers officiels. Donc, on ne pouvait pas inviter des gens qui n'existaient pas encore sur le plan juridique. Donc, pour cette fois-ci, on prend notre mal en patience. Vous êtes quand même un homme politique, même si vous n'êtes pas invité, vous avez quand même un mot à dire sur le déroulement de ce dialogue politique. Quelle est votre lecture de ce dialogue politique en Côte d'Ivoire? Alors, pour nous, c'est vraiment une très très bonne chose. D'accord. Et je voudrais dire merci au président de la République qui a pensé faire revenir le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, tous
les premiers ministres qui sont passés ont commencé des choses, malheureusement pour nous, il y a deux qui sont partis plus tôt. Mais avec le Premier ministre Haché, le dialogue est revenu. Pour nous, c'est à saluer. À saluer, d'autant plus que nous, à l'ADRCI, on a toujours dit que la cohésion sociale est au début de tout. La paix est au début de tout. Parce qu'on peut vouloir faire des choses, mais si dans le groupe, si dans le pays, on ne se parle pas, si on se regarde en jeu de voyance, ça ne peut pas aller bien loin. Donc, on a toujours demandé au président de la République, on l'a même encouragé chaque fois qu'il y avait un dialogue, avant même que nous soyons à la DSI, chaque fois qu'il y avait un dialogue, on encourageait toujours le président de la République à travers des déclarations. Aujourd'hui, ce dialogue reprend. Ce que j'ai remarqué avec 21 structures, c'est déjà ça. Mais on demande que ça soit encore un peu plus élargi. Parce qu'il y a des Ivoiriens que nous avons rencontrés dans le cadre de notre parti politique, dans d'autres cadres aussi qui ont déploré qu'ils ne sont pas associés. Pourtant, ils sont aussi des représentants du peuple et autres. Donc, ce qu'on demande, c'est que ce dialogue-là soit élargi. Ça sera prétentieux pour nous de dire que tous les Ivoiriens doivent être à la table. Mais un grand nombre d'Ivoiriens autour de la table pour qu'on puisse se parler une fois pour toutes. Parce que cette affaire commence vraiment à durer pour la Côte d'Ivoire. On parle de dialogue, et chaque fois qu'on amorce le dialogue, on n'arrive pas souvent à la fin et on recommence. Je pense que cette fois-ci, notre souhait est qu'on aille jusqu'au bout pour qu'enfin les Ivoiriens se sentent à l'aise dans leur pays. Alors, ils ont commencé les discussions. Il y a 5 thèmes qui ont été retenus. Réforme de la Commission électorale indépendante CI, réforme du code électoral, mesures pour apaiser l'environnement socio-politique, réconciliation nationale et élaboration d'une nouvelle liste électorale. Est-ce que ce sont des thèmes qui méritent d'être débattus à l'heure ainsi en Côte d'Ivoire, selon vous? Oui, parce que les problèmes, vous avez vu que entre ces thèmes-là, il y a au moins 4 thèmes qui tournent autour des élections. Alors, vous avez vu que les problèmes qu'on a eu aussi en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 1995, l'année où le président Bédié s'est présenté officiellement pour la première fois, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours au moment des élections qu'il y a de grosses tensions en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas vous les politiques qui... Mais justement, quand vous parlez de politique, c'est pour ça que les politiciens proposent aussi les raisons qui les poussent souvent à sortir. Et justement, parlant de politiciens, l'ex-première dame, elle a fait une sortie relativement à ce dialogue politique. Elle s'est montrée favorable à l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est son point de vue. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il était intéressant d'élargir un peu le dialogue. Parce que chacun vient avec son calendrier, chacun vient avec son agenda. C'est son point de vue. Mais est-ce que vous trouvez ce point de vue-là, cette thématique-là, ce thème-là... L'ex-première dame, vous avez très bien dit, l'ex-première dame, c'est une dame qui a dirigé le pays avec son mari. Elle sait très bien que... à un moment donné, des problèmes que le pays a eu là, il y a certains problèmes qui ont pour origine notre loi fondamentale. Donc, elle n'a forcément pas tort. Il y a des choses qu'il faut regarder à l'intérieur. Elle estime que cette loi fondamentale est confligène, c'est ce qui a divisé les Ivoiriens. C'est son point de vue. Vous trouvez cette loi confligène? En ce qui me concerne, il y a des choses qui ont été vues parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a quand même des choses que nous avons vu, dit de changer de constitution, il y a quelques petites choses peut-être qu'il faut qu'on regarde à l'intérieur. Mais globalement, la constitution ivoirienne, quand même, aujourd'hui, a été revue. J'étais à l'Assemblée nationale lorsque on a revu, il y a des choses qui n'allaient pas, et où tout ça, on a remis les choses à leur place. Donc aujourd'hui, parler de cette loi confligène, c'est son point de vue. Pour vous, en ce moment... Voilà, c'est son point de vue. Il y a quelques petits trucs qu'on pourra peut-être regarder sans forcément parler de nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, vous le savez très bien. Mais nous sommes favorables plutôt à ce que l'environnement même des élections soit assaini. C'est-à-dire que donc la CI, la liste électorale et autres là, c'est ça qui nous préoccupe parce que c'est ça qui cristallise les passions en Côte d'Ivoire. Et donc il faut tout faire pour assainir. Les politiciens ont parlé essentiellement de ça. Maintenant, les non-politiciens, vous savez, ils ont parlé de dialogue social, comment faire pour
que le panier de la ménagère puisse être assez consistant. Ça aussi, c'est leur point de vue. Chacun vient à la table de négociation avec son calendrier, avec son agenda. Et c'est pour ça qu'il faut inviter un maximum d'Ivoiriens pour qu'à la sortie de là, on puisse dire qu'enfin on vient de se parler. Chacun est parti avec une petite joie au cœur et c'est ce que nous souhaitons. D'accord. Président, là on va sortir un peu de la côte d'Ivoire pour aller au Mali. Vous le savez, le Mali a été sanctionné par la CEDEAO. Il y a des sanctions qui ont été prises contre ce pays, au nombre desquelles la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Mali et les membres de la CEDEAO, la suspension des transactions commerciales et financières. Quelle est votre lecture de ces sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali? La CEDEAO estime que le régime militaire en place en ce moment n'a pas respecté le délai pour tenir les élections, d'où ces sanctions. Alors, à cette question-là, moi, ce qu'il me revient en tête, c'est que le Mali fait partie de la CEDEAO. Et en ce moment précis, est-ce que la CEDEAO a pris le temps vraiment de discuter avec le Mali sur cette question? Les Maliens ont, ou du moins avaient, deux grands problèmes. D'abord, tous les djihadistes qui fusionnent, qui foisonnent au nord du Mali. Ils sont à un nombre tel qu'aujourd'hui, pour les compter, c'est difficile pour tous ceux qui y vont. Donc, c'est un pays qui fait plus d'1,2 million de kilomètres carrés. Et sur près de la moitié, nous avons toutes sortes de rébellions. Les Maliens ont demandé de l'aide internationale pour se débarrasser des rebelles. Certains sont arrivés, Barkhane et autres, ils sont arrivés. Mais bon, on n'a pas vu l'artillerie lourde de la CEDEAO. Pourtant, le Mali fait partie de la CEDEAO. La CEDEAO est une force d'attente au niveau de l'ECOMOG. Bon, cette force-là, est-ce qu'on ne pouvait pas aider véritablement le Mali à se débarrasser? Vous trouvez ces sanctions illégitimes? Oui, non, j'arrive. C'est-à-dire, il faut qu'on aille de façon scientifique. Voici des gens qui sont en proie à de multiples rébellions en interne. Bon, ils demandent de l'aide. Cette aide-là, ils ne l'ont pas eue. Les rebelles continuent de venir jusqu'à la capitale. Bon, à un moment donné, les militaires disent « Ok, stop. Aujourd'hui, nous-mêmes, on va prendre les choses en main, on va débarrasser le pays. » C'est en ce moment que la CEDEAO dit qu'ils ont très mal fait. Bon, pour moi, il y a une incohérence quelque part. Si la CEDEAO avait pu débarrasser le Mali de toutes sortes de rébellions, on ne serait pas arrivé là. On ne serait même pas arrivé à un coup d'État. Bon, donc, il faut qu'on prenne le point à son origine que c'est-à-dire que ce sont les effets du problème qu'on tente de régler. Parce que là, aujourd'hui, on ferme les frontières, l'embargo au niveau de la BCAO, tout ça. On est en train de chercher à gérer les effets. Mais l'origine du problème même demeure. Les rebelles sont encore au Mali. Donc, pour moi, cette sanction-là, elle est un peu active. Nos dirigeants de la CEDEAO devraient pouvoir se dire que ça peut arriver à tout le monde. Si une telle situation arrive à un pays qui essaie de se retrouver, il faut que nous tous on se mette ensemble pour l'aider à aller de l'avant et pas vraiment sanctionner lourdement, parce que ces sanctions-là, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que la sanction n'est peut-être pas pour les rebelles, mais la sanction est plutôt dirigée contre la population malienne. Alors, une dernière question avant de finir cette émission. Un coup d'État au Burkina Faso, le 24 janvier 2022 dernier. Est-ce que, selon vous, ça montre les limites des sanctions qui ont été prises par la CEDEAO vis-à-vis du Mali? Non, vous savez, ce sont deux situations similaires, c'est-à-dire que le coup d'État que nous venons de vivre au Burkina et celui que nous avons vécu au Mali ont les mêmes origines. Nous avons beaucoup de rebelles dans le pays, on n'arrive pas à se débarrasser des djihadistes et autres. On a comme l'impression que le président en place ne prend pas assez de dispositions pour aider le pays à se débarrasser des djihadistes. En ce moment précis, on n'a plus confiance aux civils, nous tournons vers les militaires. Voici, le calcul est très très simple. C'est ce même calcul qui a été fait au Mali, c'est ce même calcul qui a été fait aussi au Burkina. Bon, vous avez vu que dans les deux cas, le peuple a applaudi. Il y a eu double coup d'État au Mali, les Maliens ont applaudi deux fois. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe du côté de Burkina... Du peuple. Ce n'est pas le peuple dans son entièreté. Oui, c'est une grande partie, mais on ne voit pas aussi ceux qui ne sont pas contents. Parce que quand c'est comme ça, il faut faire une contre-marche. Mais personne ne parle. Et c'est la même chose aujourd'hui
au Burkina. Les Burkinabés, on les a vus depuis quelques jours, ils sont contents. Mais vraiment, les Burkinabés sont exaspérés. D'accord. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai des amis qui sont ici avec nous en Côte d'Ivoire. Chaque année, passer leurs vacances au Burkina. Ça fait 2 ans qu'ils ne peuvent plus aller au Burkina parce qu'ils ont des villages qui sont situés dans les zones occupées par la rébellion. On ne peut pas rester indéfiniment à la diaspora sans arriver dans leur pays. Donc, quelque part, il faut essayer de comprendre ce qui se passe un peu dans ces différents pays. Merci bien, Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Docteur Tia André, ancien député maire de Mans, président de l'Alliance pour la démocratie et le renouveau en Côte d'Ivoire, en abrégé ADRCI, un parti que vous avez fondé en avril 2021. Merci encore une fois de plus de votre présence sur notre plateau. C'est moi qui vous invite, qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'invité de l'Intelligent TV. D'ici là, portez-vous bien. Très bientôt. Au revoir.